été accaparé par la philosophie pure comme Whitehead, Valéry ou Lucas. Troisième thème qu'on peut prendre aussi, c'est la dichotomie que vous faites entre les sciences physiques et les sciences mentales, et la mentalité, mind. C'est deux choses complètement pour vous séparées. Et bien, on a des savants comme David Bohm en mécanique quantique, Rupert Sheldrake en biologie et Elvin Lazzo en philosophie ont condamné l'approche dualiste pour une approche holiste et refusent de séparer la matière de son essence. On va parler un petit peu de Schrödinger, qui est le représentant de la mécanique quantique. Eh bien, il condamne le langage objectif que vous supportez dans La nature et les Grecs, et L'esprit et la matière, dans ces deux ouvrages. Il dit, par exemple, dans le but de construire notre représentation du monde extérieur, nous avons utilisé l'artifice simplificateur qui consiste à exclure notre personnalité, à la retirer. Là se trouve précisément la raison pour laquelle le tableau scientifique du monde ne contient par lui-même aucune valeur éthique, aucune valeur esthétique, aucun mot sur notre but ultime et notre destin. Et je pense que c'est important de connaître notre but ultime, notre destin et ce genre de choses. On va citer aussi Schrödinger dans sa lettre à Wayne, le 25 août 1926. Donc il soutient que la physique ne se réduit pas à la physique atomique, ni la science à la physique, et ni la vie à la science. Dans son livre de 1935, quelques remarques au sujet des bases de la connaissance scientifique, il dit « La science ne se suffit pas elle-même. Elle a besoin d'un axiome fondamental, d'un axiome de base venu du dehors. » Donc il y a une incomplétude ici. Donc vous prenez, si j'ai bien compris, une approche dualiste entre la raison et l'émotion, qui est quand même une approche cartésienne, où la vision cartésienne, on sait que maintenant que cette vision a été complètement abandonnée par notamment les sciences cognitives. L'importance de l'émotion, affectivité, est développée chez Daniel Goleman dans son livre L'intelligence émotionnelle et dans Stanley Greenspan dans l'intelligence affective. La rationalité ne peut se passer de l'émotion, qui la guide. L'émotion règne, mais elle ne gouverne pas. Donc nos émotions sont nécessaires mais insuffisantes. Un déficit d'émotion est un signe pratiquement de psychopathie. Quatrième point donc, de critique contre votre thèse de science dure, c'est tout simplement la théorie de la complexité et du chaos que vous avez utilisée contre les postmodernes. Et aussi des sciences nouvelles qu'on appelle des sciences de l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité et la transdisciplinarité. Je rappelle rapidement la théorie de la complexité du chaos qui maintenant semble infecter toutes les sciences exactes et humaines. James Gleick, qui est un précurseur, disait déjà dans Chaos, The Making of a New Science, il disait « Le chaos brise les lignes qui séparent les disciplines scientifiques ». Il parle seulement de scientifique ici. Parce que c'est une science de la nature globale des systèmes, elle a emmené ensemble des penseurs de domaines qui étaient largement séparés. Elle affirme le comportement universel de la complexité. Et cette complexité n'est pas seulement une complexité de la nature physique, mais aussi de la nature humaine. Si on prend Edgar Morin, par exemple, il disait qu'un des problèmes fondamentaux de notre époque est cette distinction, ou cette disjonction, pardon, formidable entre science, éthique et politique, que vous faites. Donc cet état de fait, qui était un bien avant Hiroshima, est devenu une carence. Les sciences ont développé d'énormes pouvoirs de destruction nucléaire, bien sûr, mais aussi de dégradation biologique. Reeves, dans son ouvrage « Science et conscience », prêche une interdisciplinarité qui réconcilie un petit peu ces visions éclatées. Ce qu'il nous faut, il dit, donc ce qu'il nous faut à présent, c'est de réconcilier en nous les deux approches, scientifiques et mystiques. Il veut une réconciliation, il ne veut pas une distinction. Donc non pas en niant l'une en faveur de l'autre, mais faire en sorte que l'œil qui scrute, qui analyse et qui dissecte vit en harmonie et en intelligence avec celui qui contemple et vénère. Nous ne pouvons pas vivre une seule démarche, à peine de devenir fous ou de nous dessécher complètement. Il nous faut donc une approche à vivre maintenant en appliquant à la fois la science et la poésie. Il nous faut apprendre à garder les deux yeux ouverts en même temps. Finalement, je parlais de Nicolescu qui presse son universalisme du savoir,
Il dit la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité sont les 4 flèches d'un seul arc, celui de la connaissance. Donc cet engouement pour l'interdisciplinarité, on le voit un petit peu partout, donc même les politiciens s'en aperçoivent. On a en France par exemple le groupe, ce qu'on appelle le groupe des 10. Il a réussi à réunir donc des personnalités diverses. Je citerai par exemple Henri Atlan, Jacques Attali, Joël de Rosnay, Edgar Morin, René Passette, Michel Rocard, Jacques Sauvin, Jacques Robin, Joël de Resnay et Michel Serres, pour débattre ensemble dans des domaines divers, la systémique, l'information, l'économie, la politique. Jacques Robin et aussi, on peut citer aussi Jacques Robin et le groupe de réflexion inter et multidisciplinaire, le GRIT, groupe des 10. Et ils ont été créés en 1990 et il y a aussi le groupe transversal, TSC, qui veut anticiper, éclairer et accompagner les mutations sociales. Donc vous parlez de la connaissance vraie, scientifique, en rapport au monde physique, comme la technologie, mais le spiritualisme et non l'idéalisme n'a pas trait aux choses physiques, mais aux choses mentales. L'existentialisme, le vivre ensemble, l'humanisme, le sens, l'humain. Comment dans ce cas avoir du sens rationnel dans un monde purement physique? Je vais finir avec un petit commentaire que vous avez mis à la fin donc, de votre vidéo. Vous avez dit, vous affirmez aussi que la science occidentale est universelle et qu'elle s'exporte bien, par exemple, dans d'autres pays comme l'Asie. Donc c'est pour affirmer un petit peu son universalisme. Je suis d'accord avec vous, mais c'est nullement un retour vers la Chine. Mais la Chine était bien avant le monde occidental. Donc nous pensons actuellement que la science occidentale universelle vient de ces pays-là. La science occidentale de la Grèce à Rome a sa source quand même dans Babylone, dans l'Égypte, dans la Chine, jusqu'à la Renaissance par exemple, qui va ensuite aboutir vers la révolution industrielle, et ceci grâce à son interaction avec l'Empire musulman par exemple. Je rappelle 500 000 ouvrages de science et de pensée, de réflexion humaine qui ont été laissés par l'Andalousie. Effectivement, je pourrais dire comme remarque que l'Occident a choisi la raison d'Ibn Rushd, à l'émotion d'Al-Ghazali. Et nous pensons que ce choix exclusif, ceci a permis à l'Occident d'aller dans son élan. Mais nous pensons que ce choix exclusif entre une vision rationaliste et une vision spirituelle, la vision rationaliste a complètement exclu la vision spirituelle. Donc, elle nous a emmenés dans un univers machiniste qui est dépourvu de tout humanisme rationnel universel, qui la met maintenant à la lisière du chaos. Et elle aura donc à faire ce choix entre sa raison et son émotion, un choix cartésien dualiste entre la pensée et l'existence, ou bien un choix shakespearien entre tout simplement être ou ne pas être. Voilà pourquoi je ne partage pas votre vision cartésienne d'une science exclusive et que je préfère une vision de complexité, de transdisciplinarité comme celle de Morin ou Nicolescu. Voilà, merci.